Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je m'appelle Gracie Bolland pour ceux que je ne connais pas encore et je suis responsable de développement international à Innova, cluster d'innovation de la filière vitivinicole basée en Nouvelle-Aquitaine. Je suis là aujourd'hui avec nos partenaires Vinitec Sifel, Anterco Nouvelle-Aquitaine. Et on remercie aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient le programme d'internationalisation d'Innovant depuis plusieurs années maintenant. Et nous sommes contents aujourd'hui d'être là avec vous pour présenter notre programmation en 2025, les pays que nous avons ciblés pour vous présenter les opportunités de votre développement à l'international. Nous serions ensemble une petite heure avec un échange du contexte de Vinitech Innovation Tour, de parler des années passées, les retours des entreprises ayant participé dans le passé. Et la deuxième partie de cette heure sera dédiée aux programmations 2025 et surtout une présentation du marché du Uruguay, qui est notre première destination en 2025. Donc, merci à tous d'être là. Je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat qui devrait être ouverte. Et aussi, à la fin de l'heure, nous aurions aussi un temps dédié à cet échange. Donc, merci à tous d'être là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Violet, le directeur du salon Vinitec Sifel, qui va commencer ce webinaire. Merci, Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Gracie pour cette introduction. Donc, je m'appelle Emmanuel Violet, je suis le directeur du salon Vinitec Sifel à Bordeaux, qui vient de se terminer en novembre dernier. Je suis également ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui, comme il y a un an, a pour but de vous présenter nos prochaines destinations des Vinitec Innovation Tour. Donc les trois partenaires qui sont réunis ici, Innova, Interco Nouvelle-Aquitaine et Vinitec Sifel, ont toujours eu dans leur ADN le développement économique des entreprises et leur internationalisation. Et donc, nous avons souhaité mettre nos expertises en commun il y a quelques années au service des entreprises de la filière vitivinicole pour les aider à s'internationaliser et à partir sur des nouveaux marchés à l'export. Donc, très concrètement, nous montons des délégations de fournisseurs. Le nombre peut varier, mais toujours au moins 5 entreprises sur des destinations qui présentent des opportunités d'affaires pour elles, qui souhaitent s'exporter ou en tout cas prendre le pouls de ces nouveaux marchés. Donc, nous organisons des séjours d'affaires, en fait, clé en main, à des prix assez compétitifs, grâce notamment à des aides de financement de la région Nouvelle-Aquitaine, Gracie en a parlé, et également une participation économique du salon Vinitec Sifel, ce qui vous permet de faire ces séjours d'affaires à prix vraiment compétitif. Gracie, si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît, merci. Donc voilà, on vous a repris ici 4 bénéfices. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais les bénéfices de nos missions, c'est déjà de partager avec vous notre réseau et notre expertise, puisque nous sommes 3 partenaires qui opèrent sur le marché de la vigne et du vin, non seulement en France, mais aussi à l'international. Deuxième bénéfice, ces missions, je vous le disais, vous permettent vraiment de prendre le pouls de nouveaux marchés, puisque vous allez y rencontrer des professionnels de la vitiviniculture dans ces pays-là, de mesurer l'intérêt pour votre entreprise à prospecter davantage ce marché en mesurant vraiment à quel stade en est le pays. Est-ce que c'est en développement? Est-ce que c'est mature? Est-ce que c'est pour moi? Pas pour moi, justement, avant de vous y investir davantage. Et un troisième bénéfice, c'est le quatrième point 4, c'est vraiment ce qui fait notre force aussi, je crois, ce qu'en disent en tout cas les participants des dernières missions, c'est vraiment une organisation au cordeau. On est très agile, capable d'organiser des missions partout dans le monde via nos réseaux de partenaires et voilà, cet aspect organisationnel fait partie de nos compétences véritablement. Donc nous avons accompagné, alors j'ai pas toute la liste, j'en oublie sans doute, mais on est déjà allé en Géorgie, au Mexique, en Afrique du Sud, Serbie, Catalogne, Portugal, voilà. Ça, c'est quelques destinations. Vous voyez, il y a des pays en développement, des pays matures. Donc, on est capable d'organiser ces missions dans différents types de destinations. Et après une mission, et je finirai par ça, c'est très important, on tâche de faire perdurer le lien qui a été établi lors de la mission, puisque souvent les professionnels qu'on va rencontrer à l'étranger viennent ensuite sur l'édition suivante du salon Vinitec Sifel, et ça permet de reprendre le contact et peut-être de concrétiser certains projets d'investissement de leur part. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre attention. Je vais redonner la parole, je crois que c'est Gracie qui reprend la parole. Et puis au plaisir de vous accueillir sur des prochaines missions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cette introduction de qu'est-ce qui c'est les Vinitech Innovation Tour.
Et avant de parler de 2025, nous allons parcourir qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Donc, nous avons découvert, visité, prospecté sur 3 pays, la Serbie, l'Argentine, le Portugal, avec 7 entreprises accompagnées, dont les logos vous pouvez voir ici, de tailles différentes et d'expériences différentes à l'export. Et ce que nous essayons de proposer aussi, c'est vraiment les missions clés en main, comme Emmanuel avait dit, et aussi adaptées aux structures qui s'inscrivent à la mission pour avoir les meilleurs retours d'investissement, bien sûr, pour cette mission, adaptées aux besoins du pays, mais aussi des entreprises qui s'inscrivent. Lors de 2024, nous avons rencontré plus que 100 contacts internationaux. La plupart sont des domaines viticoles qui viennent aux conférences, qui écoutent les présentations des experts, mais aussi des pitchs des entreprises et aussi d'autres acteurs de la filière, comme les consultants, les distributeurs et aussi les associations des producteurs. C'est toujours tôt en 2025 pour avoir tous les retours concrets de business de 2024, mais aujourd'hui, on pourrait dire qu'au moins 7 retours business concrets sont nés des missions en 2024 de ces 7 entreprises accompagnées. En plus des 7 retours business qui pourraient être un devis accepté, les contrats en cours, un retour au pays individuellement que l'entreprise a fait après la mission. Donc, les retours business, ils sont traduits dans différentes formes. Par contre, l'impact positif que les entreprises nous avaient partagé avec nous montre que de partir 3, 4, 5 jours dans un pays avec une mission clé en main a pu apporter les idées, les contacts, un mini-étude de marché pour pouvoir répondre aux questions de si leur solution, si leur entreprise est adaptée aux besoins du pays. À chaque conférence, à chaque mission, nous proposons aussi des conférences menées par les experts de la région pour aussi apporter de la recherche et de la recherche pratique aussi à Bordeaux, à Cognac, dans la région, pour traduire et pour accompagner les pays comme la Serbie, l'Argentine, le Portugal, qui rencontrent aussi les besoins similaires, même si c'est traduit différemment. Voici quelques photos des missions en 2024. Et ici, on peut voir vraiment les différents parties des Vinitec Innovation Tour. On peut voir les rendez-vous B2B qui sont organisés toujours avec les consultants sur place, qui connaissent les producteurs, qui connaissent les besoins du pays. Les visites techniques, où nous, la délégation française va aller voir les producteurs et discuter de leurs problématiques pour qu'ils puissent nous montrer leur façon de faire et discuter ensemble de comment améliorer et travailler la filière vin au niveau international. Les présentations, où chaque entreprise a toujours l'occasion de présenter leur solution, que ce soit pendant 5 ou 10 minutes devant un public des visiteurs étrangers. Souvent, c'est entre 30 et 50 producteurs qui viennent écouter les présentations, les conférences et les pitchs des entreprises. Et aussi les moments d'échange technique avec d'autres clusters, avec d'autres associations qui connaissent les besoins de leur pays pour essayer de discuter de la suite et comment on pourrait travailler ensemble en collaboration. Donc, c'est bien aussi que les entreprises racontent leur retour. Donc, bien sûr, à chaque mission, on fait les debriefings et les questionnaires de satisfaction avec les participants des Vinitec Innovation Tour. Et vous pouvez voir ici que les entreprises sont satisfaites. Nous organisons depuis 2019 ces missions avec les partenaires Vinitec et Antirco, avec notre réseau, avec notre expérience et surtout l'expertise de la filière vitivinicole que nous ciblons aussi avec nos consultants sur place. Et je sais qu'il y a certaines entreprises qui sont présentes aujourd'hui avec nous en visio. Et donc, à la fin, pendant les questions et réponses, je vous invite aussi à répondre à certaines questions que les nouvelles entreprises pourraient avoir pour les entreprises ayant déjà participé.
Donc, merci aussi pour votre présence et votre confiance dans nos missions. Maintenant, nous sommes arrivés à la prochaine partie du webinaire, de cette réunion, qui seront les destinations en 2025. Donc, c'est vrai que j'avais dit que l'Uruguay sera la première destination. Nous avons proposé la Hongrie ce fin janvier, du 25 au 31 janvier. Cette mission est finalement reportée. Les dates finalement tombaient pas très bien avec la fin de l'année, avec tous les salons qui ont lieu en Europe, en France, en novembre. Mais la Hongrie reste aussi un pays avec de l'opportunité et avec lequel nous travaillons toujours. Donc, si l'Hongrie vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourrait aussi vous mettre en contact avec nos consultants qui organisent des conférences devant entre 100 et 200 personnes ce fin janvier, si cet événement pourrait toujours vous intéresser. Je ne vais pas beaucoup parler de Uruguay parce que la prochaine partie sera vraiment dédiée à une présentation du marché du Uruguay. Et pour les prochaines Save the Date des Vinitech Innovation Tour, nous allons proposer des missions en Chine et en Roumanie. Donc, début juin et début juillet 2024. Les pays que nous choisissons pour des Vinitech Innovation Tour sont choisis de façon différente. Souvent, c'est les demandes des entreprises, des membres du Club Export d'Innovant, les exposants de Vinitech Sifel, qui font monter leurs besoins, leurs intérêts, leurs contacts pour dire, bon, ce serait bien si on fait une mission collective dans ce pays. L'autre façon, c'est les contacts et les relations qui ont les partenaires des Vinitech Innovation Tour avec plusieurs années d'expérience, des délégations, les réunions d'expertise. Et donc, c'est vraiment avec ces deux façons que les pays sont choisis. Donc, la Chine, c'est un grand pays lointain. Nous avons du soutien avec une personne française qui est en Chine depuis plusieurs années, qui tient un winery Stone and Moon Winery, qui travaille beaucoup avec le ministère de l'Agriculture aussi, le ministère français, pour le développement de la région de la Ningxia. Nous avons fait une présentation du marché Chine qu'on va partager aussi avec vous avec l'enregistrement de ce webinaire pour que vous ayez plus d'informations sur le marché chinois et aussi plus d'informations sur les parties logistiques de cette mission euh, viendra dans les prochaines semaines. Il est pareil pour la Roumanie et la Bulgarie. Nous travaillons avec un Français qui est installé dans la filière vitivinicole depuis une trentaine d'années. Et avec lui, nous sommes en train de construire une mission avec un pays qui est en développement, mais qui a beaucoup d'aide du gouvernement pour soutenir les agriculteurs et les chais dans la Roumanie et aussi la Bulgarie. Nous essayons aussi de proposer les pays où c'est moins facile d'y aller toute seule de Bordeaux en Espagne, on pourrait aller avec notre équipe visiter quelques vignobles, même si le fait du groupe a toujours vraiment son intérêt. Mais la Chine, la Roumanie, l'Uruguay, l'Hongrie, nous trouvons que notre aussi point fort, c'est de pouvoir récolter toutes les informations nécessaires pour que vous, les entreprises, puissiez prendre une décision de si ce marché est stratégique et une opportunité pour vous. Bon. Comme Emmanuel a noté, voici la liste des destinations passées. Nous continuons à co-construire ce programme avec nos partenaires régionaux, nationaux, internationaux aussi, et bien sûr avec vous, les entreprises, parce que c'est pour vous que nous faisions ce travail de trouver des opportunités et de vous accompagner sur votre développement à l'export. Maintenant, nous allons parler du Vinitech Innovation Tour Uruguay avec une option pour le Brésil. Et pour cette partie-là, je laisse les paroles à ma collègue Hélène Lopez, directrice adjointe de Anterco Nouvelle-Aquitaine, qui va présenter Anterco et aussi notre invité, Eduardo Félix, de Enavi. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour la suite. Merci, merci Gracie.
Bonjour à tous. Euh, Effectivement, on va vous embarquer là en Uruguay dans l'immédiat. Euh, Merci à Eduardo d'être connecté. Donc, Eduardo, directeur de l'INAVI, l'Institut national de la vigne et du vin en Uruguay. Euh, on va basculer en espagnol parce que Eduardo ne parle pas français, mais vous inquiétez pas, je traduirai au fur et à mesure qu'Eduardo parlera. Eduardo, ¿estás? ¿Te veo conectado? Bonjour à tous, Ah, je ne parle français. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a presentar el Uruguay para ustedes. donc, Eduardo Félix donc, vous salue et vous remercie d'avoir été invité à ce webinaire aujourd'hui. Donc, il va nous faire une présentation succincte de la filière en Uruguay, de la filière Viti en Uruguay. Et ensuite, on passera au programme de la mission en tant que tel. Donc, Gracie, je pense qu'on peut passer. Bueno, entonces, Eduardo, hacemos así. Me haces frases cortitas y yo traduzco enseguida. ¿Dale? Ok, Bien. bueno, les voy a hablar sobre el INAVI y sobre Uruguay. Ok, donc cette présentation va se faire en deux temps. D'abord, il va nous présenter la structure de l'INAVI avec le contexte historique et puis ses missions. Et ensuite, il va passer à la filière Viti en Uruguay. Donc, Gracie, on peut passer à l'autre slide. Merci. Bueno, el INAVI comenzó en el año 87 y es una copia del INB, que es el mismo organismo en Argentina. Ok, donc en fait, l'INAVI, la fecha, Eduardo, dijiste? Diciembre de 1987. L'INAVI a été créé en 1987 sur le modèle en fait de l'Institut national de la viticulture argentin. Es un organismo que tiene representantes del gobierno, más viticultores, más representantes de los bodegueros, es decir, fase primaria y fase industrial. Mm. Donc en fait, au sein de l'INAVI, on retrouve des représentants du gouvernement, des représentants également des différentes associations de producteurs. Donc Siguiente viticulteurs. slide. Pardon, Eduardo? Siguiente transparencia, siguiente slide. Ok, donc là, en fait, vous voyez, on va pas s'attarder davantage sur ce slide. Donc, Gracie, si tu veux, on peut passer, voilà, pour parler de la viticulture en Uruguay. Bueno, ese es el mapa de Uruguay. Está distribuido en diferentes regiones y tenemos alrededor de 6.000 hectáreas de viñedos. Donc là, vous voyez la carte de l'Uruguay où on voit les différentes régions viticoles, donc les différents terroirs également. Donc, vous voyez, on est à 5 912 hectares au total, pratiquement 6 000 aujourd'hui. El 90% de la viticultura en Uruguay está en la zona sur, lo que es Colonia, San José, Canelones y Maldonado, contra el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Ok. Donc, en fait, les 90% du vignoble uruguayen se trouvent au sud du pays, dans les régions de Colonia, San José, Canelones, en fait, sur la façade Maldonado, proche de la façade atlantique. Siguiente transparencia, siguiente slide. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ok, les chiffres. Esta es la evolución de la superficie por región, y Uruguay no escapa a lo que sucede en los países productores tradicionales de uva y de vino, en lo cual hubo una disminución en los últimos 10 años. Actualmente hay 5.912 hectáreas. Parece que ser que ese es el punto de equilibrio en Uruguay. Ok. Donc là, en fait, sur ce tableau, vous voyez, on voit l'évolution en fait de la superficie du vignoble uruguayen.
Donc on parle en nombre d'hectares. Donc on voit sur la colonne de gauche, ce sont les différents départements où il y a du vignoble qui est planté. Entre 2014 et 2023, le commentaire que faisait Eduardo, c'est que comme l'Uruguay n'échappe pas à la tendance des autres pays producteurs de vin, c'est-à-dire qu'on voit une diminution. On a vu une diminution des hectares de vignes. Donc là, aujourd'hui, on est à 5 912 hectares, ce qui semble être il a dit un point d'équilibre pour le pays et pour la production nationale. Siguiente. Ok. Y lo que es la producción de uva, más allá de la disminución de la superficie, está estable en el entorno de los 90 a 100 millones de kilos, exceptuando el año 2023, que en Uruguay sufrió un déficit hídrico, una seca de las más fuertes de los últimos 50 años, y como en Uruguay hay menos de un 30% de riego, la cosecha se perdió un 30%. Bajamos a 70 millones de kilos. Ok. Ujú. Perdona, estoy tratando de anotar para no olvidar nada. Sí, sí. Donc là, sur ce tableau-là, pardon. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est l'évolution de la production de raisins, donc en kilos et par département et par an, donc sur la période 2014-2023. Donc, on peut voir au-delà en fait du fait qu'il y ait une diminution des surfaces cultivées, on voit que la production reste assez stable autour des 90 000, 100 000 kilos, sauf on voit il y a eu en 2000 une chute en 2023 parce que c'est une année sur laquelle il y a eu une sécheresse très forte en Uruguay. Il y a eu des niveaux hydriques les plus bas enregistrés dans les 50 dernières années. Donc, en fait, ils ont perdu 30% de la récolte de raisins. Donc, en Uruguay, il ne faut pas oublier le vignoble est irrigué. Mais il y a eu cette perte donc de 30% au niveau de la production due à cette sécheresse. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a varieté, la más importante es Tanat, con 27%, y después en segundo lugar es Moscatel de Hamburgo y Uniblanc, que su destino es vino de mesa, vin del país, sería. Ok. Y la variedad blanca que viene en aumento en los últimos 5 años con más fuerza es Albariño. Alvarini, ok. Donc là, on voit la répartition des variétés avec une majorité de Tanat, hein, avec 27%. Le suit de près, vous le voyez sur le camembert, le Moscatel d'Hambourg avec 17,8%. Et ensuite, derrière, on a l'Uni blanc qui est principalement utilisé pour la production des vins de pays. Et là, il y a une variété de blanc qui est en production, pardon, qui est en progression ces dernières années, c'est la variété Albarino, qui est de plus en plus utilisée. Siguiente. El consumo también ha bajado en los últimos años, exceptuando los años 2020-2022 debido al efecto de la pandemia. Ok. Donc, on observe aussi une baisse de la consommation. Donc là, entre 2008 et 2024, on voit quand même qu'il y a un pic. Ça remonte au niveau des années 2020-2022. Hein, on attribue cette remontée en fait, de la consommation par l'effet de la pandémie. Siguiente, ahí. Y lo que el Uruguay ha estado comenzando ya desde los años 2000, pero con mucha fuerza del 2015-16 a la fecha, es tratar de volcarse a la exportación
de vinos finos. Uruguay está exportando 18, 16 millones de dólares por año, con un precio promedio de la botella de $3,50, principalmente a los mercados de Brasil y Estados Unidos. Ok, Y en este sentido, uniendo esta slide con la anterior, es que en este momento estamos en un segundo proceso de reconversión y de tecnificación del sector productivo. En ese sentido, un grupo de bodegas decidieron ir a la City Vintage ujú, y estamos tratando de ampliar la superficie de la viticultura sostenible y en relación a ello, todo lo que tiene que ver con la maquinaria y los insumos para trabajar con ese objetivo, exportación y sostenibilidad. ok. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les chiffres, enfin les performances à l'exportation sur les 10 dernières années. En fait, ce qu'ils essayent de faire au niveau de la filière, ils ont la stratégie de développer cette stratégie depuis les années 2000 et surtout dans les années 2015, depuis 2015 et 2016, c'est d'exporter plus de vins, vins de meilleure qualité, milieu de gamme, haut de gamme. Donc actuellement, le prix moyen de la bouteille exportée, c'est de 3,50 $ la bouteille. Les exportations se font principalement vers le Brésil et les États-Unis. Donc actuellement, la viticulture uruguayenne est en train de prendre un virage pour changer, pour faire évoluer les pratiques, à la fois les pratiques techniques, pour augmenter en fait la superficie de vignoble qui est cultivée de manière durable. Donc c'est notamment avec cet objectif-là qu'il y a une délégation de producteurs uruguayens amenée par l'INAVI qui est venue au salon Vinitexifel en novembre, dans l'objectif de voir comment à travers les équipements à la vigne et au chai, ils peuvent prendre ce virage vers une viticulture plus respectueuse de l'environnement et plus durable. Donc voilà, à la fois pour un meilleur respect de l'environnement, mais aussi pour améliorer les vins proposés à l'export. Bueno, por aquí estaría ok. Sí, No por sé si aquí. algo más, Helen. Lo que podemos hacer, Eduardo, si quieres, vamos a repasar ahora el programa. Bien, No sé si te puedes quedar un poquito por si hay preguntas o si hay gente que quiere más detalle, por lo que sí, armaste básicamente este programa. Yo lo voy a hacer sí, en francés directo, pero bueno, si hay sí, preguntas, si quieres agregar cosas, avísame. Lo vamos a ok, pasar, ¿ok? bien, Bien, ok, mais gracias. Donc en fait, ce que je demande à Eduardo, donc là, en fait, on va enchaîner sur le programme, on va faire défiler les slides. Gracie, si tu veux faire défiler, on reste quelques secondes sur le programme prévisionnel donc qu'on vous propose en Uruguay. Donc à partir le programme commence le lundi 24 février. euh, et se termine le 28 février. Les inscriptions sont ouvertes. Donc là, vous voyez, c'est un programme en fait que j'ai demandé à Eduardo s'il pouvait rester parce que c'est un programme que Eduardo et l'INAVI en général a construit. On a co-construit ce programme avec eux sur leurs propositions. Le but de ce programme, vous le voyez, il s'articule autour de visites techniques avec des bodegas de différentes tailles, mais on a voulu aussi mettre l'accent sur les rencontres avec des distributeurs. Donc, vous le voyez là, le mardi 25 février. Donc, il y a les deux grands distributeurs et importateurs incontournables en Uruguay, donc qui sont Bixca et Nuglai. Donc, il y a aussi forcément toujours, comme dans un VIT, un moment de conférence technique avec une masterclass. La thématique de la masterclass, à la demande de l'INAVI, sera comment adapter
enfin, quel équipement pour une production plus durable, donc l'adaptation de l'agroéquipement et des techniques en général. Il y aura aussi bien sûr des moments de convivialité parce que c'est, comme le disait Gracie, dans l'ADN des Vites. Donc il y aura forcément, l'INAVI nous invite à un asado. Donc pour ceux qui connaissent le concept, c'est toujours très convivial et toujours aussi le moyen d'échanger autour d'un bon verre de vin et d'une bonne pièce de bœuf. Euh, donc, si Gracie, si tu veux passer à la slide suivante. Donc ensuite, on vous propose donc, une extension au Brésil. Vu que si on reprend la carte, donc l'Uruguay est très proche du sud du Brésil. Donc nous avons pensé à proposer à partir du 1er mars une extension au Brésil avec des visites. Donc pour l'instant, c'est un programme aussi qui est prévisionnel. Donc vous l'avez là sous les yeux, avec beaucoup de grandes caves avec des noms assez connus hein, au Brésil, comme la Casa Valduga, beaucoup de visites orientées autour des vins pétillants, parce que c'est une tendance forte au Brésil, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Donc, si tu veux, Gracie, on peut passer à la slide suivante. Donc là, vous avez la suite. Donc, ce programme est encore en construction. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, on vous invite. Alors, à la fin, normalement, Gracie, on a affiché, il y a un QR code. Voilà, vous pouvez scanner ce QR code. Comme ça, vous récupérez le programme. Et à la fin du document qui se cache derrière ce QR code, vous avez le lien d'inscription. Donc là, tout est détaillé. La semaine en Uruguay donc, est maintenue. Et si nous avons, en fait, d'ici le 20 janvier, date de clôture des inscriptions, suffisamment d'intéressés pour le Brésil, là, on reviendra vers vous pour organiser cette partie au Brésil, la logistique du groupe, donc sous réserve d'un minimum d'entreprises participantes. En général, alors on a noté 4 entreprises. Donc on étudiera fin janvier, selon les inscriptions en fait, que nous avons, la possibilité de faire cette extension au Brésil. La mission en Uruguay est dans tous les cas, elle, bien programmée, bien maintenue. Le programme est déjà, vous le voyez, déjà définitif, sous réserve de changement de dernière minute. Ça peut toujours arriver dans une organisation, même si elle est super bien rodée, on le sait. Donc vraiment, en plus, le prix, vous verrez, les prix sont attractifs. Parce que cette fois-ci, nos bénéficiants, enfin, l'INAVI nous invite, nous propose des solutions de transport sur place, nous invite à des soirées. Donc vraiment, on a essayé de vous proposer une mission pour un prix qui est vraiment extrêmement attractif. Vous le verrez, on est entre 1 700 € et 2 000, hein, c'est ça, Gracie, selon si vous êtes adhérent au Ça. Club Export ou pas. Donc, mais voilà, peut-être que comme Eduardo est encore connecté, on peut ouvrir les questions sur la mission en Uruguay ou Bien sur le sûr, en général, bien s'il y a des sûr. questions. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Eduardo. Et aussi pour la traduction, Hélène, surtout. Et donc, oui, n'hésitez Merci. pas à poser des questions. On n'est pas très, très nombreux. Donc, si vous voulez aussi demander à haute voix, sinon vous pourrez aussi écrire dans le chat. Ou des commentaires s'il y a des personnes qui Ouais. ont déjà fait un déplacement en Uruguay, que vous souhaitez aussi partager votre expérience. C'est avec plaisir. Je vois que Gilles a levé la main. Gilles, Hay una pregunta, Eduardo Pares. Oui, bonjour à tous et merci à toutes les deux et à Eduardo de cette présentation très claire. Je te laisserai traduire, Hélène. Ouais. La question était pour Eduardo. Je souhaitais savoir s'il existait des politiques nationales en Uruguay de soutien financier, de subvention Mm. aux investissements des structures viticoles, soit pour améliorer la qualité, soit pour améliorer la durabilité de leurs installations. Voilà. Et Ok, si oui, et il le sait, sur quel type d'équipement ou selon quelles conditions? ok, ça marche. Eduardo, ¿estás? ¿Sí? Ok. Sí, ok. Hay una pregunta de Gilles Briançon. Gilles, que conociste cuando viniste, es el director del clúster Innovant. Sí. Entonces, bueno, te agradece para la presentación muy, muy clara.
que hiciste y quisiera saber si de tu conocimiento hay una política en Uruguay de ayudas vía subsidios o otro tipo de ayudas a la inversión para las bodegas o los privados para ayudarlos a comprar maquinaria, equipamiento y justamente ayudarlos a tomar este giro de una producción más sostenible. Y si sabes hacia qué tipo de equipamiento y de maquinaria van estos tipos de ayuda, si existen. Bueno, tienes que anotar, Elene, así te voy diciendo. Ok, Primero, esto existió el fin de los años 90, principio de los 2000, ajá. con un apoyo económico no reintegrable a la reconversión vitícola y de bodegas. ¿Qué significa Actual, exactamente? Ah, perdón. había dinero que se entregaban alrededor de $4.000 por hectárea plantado Ajá. en efectivo. Por Y se hectáreas de dinero. cubría, sí, y se cubría, creo que era el 30% del costo de la maquinaria, lo entregaba se lo pagaba el gobierno. 30% del Sí, costo de la maquinaria. Ok, sí. voy a empezar por traducir esto, si te parece. Bien. En Ok. los años fines del 90, principios del 2000, hasta el 2002, 2003, no más. Ok. Alors, Gilles, nous avons une réponse en plusieurs étapes. Donc, on refait un peu l'historique des types d'aides qu'il y a eu. Enfin, Gilles et tout le monde, hein, d'ailleurs, pardon. Donc, dans les années, en fait, il y a eu des aides dans les fin des années 90, début des années 2000. Il y a eu une politique d'appui à la plantation. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait concrètement une aide de $4 000 par hectare pour la plantation donc de vignes. Et il y avait l'équipement, en fait, le coût de l'équipement, les travaux nécessaires étaient aussi remboursés à hauteur de 30%. Ok, Ok. donc, ok, Eduardo, seguimos. No existió más nada. Ahora lo único que hay eh, es un crédito a interés muy bajo para el sector vitivinícola. Es algo que está pidiendo el sector, pero estamos a 2 meses del cambio del gobierno. Ok, Entonces, el sector está esperando el cambio de gobierno para mm, ver qué propuestas reales hay para el apoyo de la reconversión. ya, ok. Em, ¿Hay propuestas que hicieron ya? O digo, Eh, Están pidiendo apoyos económicos, tanto sea para la erradicación de viñedos, para ah, poder hacer alcohol con el vino que puede llegar a sobrar, para pedir apoyo económico para lo que es reconversión de viñedos y apoyo económico para eh, todo lo que es maquinaria de viñedo y de bodega. Pero está todo stand-by porque ya tuvimos elecciones en noviembre, el gobierno cambia el 1 de marzo y bueno, los pedidos están sobre la mesa a la espera de... sí. Pasamos de un gobierno, yo no sé si llamarlo de derecha, pero más de centro derecha, y vamos Ah, a pasar a un gobierno más de centro izquierda. ok, ok, bien. Donc, en fait, depuis ces aides qu'il y a eu jusqu'au début des années 2000, jusqu'à 2003, il n'y a plus rien eu. Donc, plus d'aide de la part du gouvernement. C'est quelque chose qui revient sur la table parce que c'est quelque chose qui est demandé par la profession, enfin par les producteurs. Pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, ils demandent notamment des aides pour pouvoir faire de l'alcool, euh, des aides à la reconversion, euh, aussi des aides pour l'achat, l'investissement, l'achat de matériel et d'équipement, euh, des aides aussi. Eduardo, dijiste ayuda para arrancar, ¿eso entendí bien? Lo que piden. Sí, es como dinero
para poder erradicar viñedos Ok. ¿Y eh, plantar otra cosa? y plantar otra cosa similar a lo que sucede hoy en Bordeaux, Oui. que Ok. D'accord. Donc, je lui ai demandé une précision parce que j'étais pas sûre d'avoir compris, mais effectivement, il demande aussi des aides à l'arrachage parce qu'ils sont aussi confrontés au même problème que nous. Donc, ils demandent des aides à l'arrachage, donc il leur permettrait ben, voilà, d'arracher le vignoble pour y planter d'autres cultures. Et donc, en fait, pour l'instant, c'est en stand-by parce qu'on est en période d'alternance politique. Donc, il y a eu des élections, les élections présidentielles étaient en novembre. Ils sont passés d'un gouvernement, on va dire, plutôt à droite, centre-droit, pour arriver vers un gouvernement de centre-gauche qui va prendre ses fonctions début mars. Et donc là, à voir, ça peut changer beaucoup de choses. Et notamment, à la tête de l'INAVI, il va y avoir, le président va devoir aussi changer, il va y avoir de nouvelles élections. Eduardo, me permití agregué que también por la alternancia política, al nivel del INAVI van a tener un cambio de presidencia. sí cambia el presidente, Mm, el vicepresidente mm. y los otros dos representantes del gobierno, que es Ministerio de Industria y Ministerio de Economía. Ouais, donc au niveau de l'INAVI, effectivement, il y aura Sí. aussi un changement à la tête de l'INAVI, de changement de président, changement du vice-président et changement des 2 représentants des 2 ministères d'État qui siègent au conseil d'administration de l'INAVI. Le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Économie. Industria y Economía son los 2 ministerios, ¿no? Sí, O es así, es es así, bien. así. Okey, Industria, Economía, okey, presidente, y como bien. tienen voto doble, serían los 6 votos eh, de los 11 posibles que hay, porque los privados tienen 5 y Mmh. el gobierno tiene 3, pero son doble. Ah, yeah. Es eso. Ouais, donc en plus, en fait, au sein de l'INAVI, les voix des représentants des ministères comptent double. Donc en fait, ça veut dire que sur 11 votants, il y en a 6 quoi, sur 11 voix, 6 vont changer enfin, vont être amenés à changer quoi. Les personnes vont devoir changer. No sé si estaba todo, Eduardo, sobre esta pregunta. Sí, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, digo, Ok. Merci estamos beaucoup, a la espera. c'est clair. Mm. Bueno, ok, Gilles. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres Merci. Oui, il y avait une question sur la traduction en général. Donc, la réponse est oui. Donc, à chaque mission, nous proposons les solutions de traduction de différentes formes. Donc, en Uruguay et Brésil, il y aura Mm. la traduction. Vous voyez que Hélène et aussi son équipe d'Anterco Nouvelle-Aquitaine sont bilingues en espagnol. Moi, vous entendez que des petits accents anglophones. Donc, notre équipe Mm. peut aider Ouais. avec les traductions et aussi dans les pays comme la Serbie, comme la Roumanie, où nous n'avons pas des personnes bilingues de ce pays. Nous travaillons avec des traducteurs et avec nos consultants qui parlent les 2 langues. Mm. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On assure toujours que les échanges soient fluides entre les participants français et les participants internationaux, notre public. Eduardo, era una pregunta más general sobre cuando organizamos misiones, si hay traducción. Dijimos que sí. Ya. Ah, ok, ok, ok. Sí. Sí, por las dos fantásticas de Hélène y Christine. Oui, en Uruguay, c'est nous du coup qui nous en chargerons. Mm, mm. J'ai une petite... Est-ce... Pardon, Oui, Gracie. oui, Bonjour à vas-y, tous. Samia. J'ai une petite question. Enfin, j'en ai deux. Alors, je parle un petit peu espagnol, je peux peut-être le faire. Si jamais, Ah oui, Hélène, je patauge un petit peu, ouais, ok. je vous laisserai. Eh, Eduardo, muchas gracias para esa presentación. Ya tengo dos preguntas. Soy Samia Elguern y estoy encargada en el desarrollo de la marca Antavinra sobre la selección de los clones y creación varietales. Y trabajo con dos países en América Latina, Chile y Argentina. Quería saber si en Uruguay hay una cuarentena
Y la segunda sería de saber si hay viveros en Uruguay y cuántos. Muchas gracias. Bueno, en Uruguay sí, Uruguay del país, diría del único país que importa plantas es de Francia. Ha hecho alguna importación también desde Italia, pero principalmente de Francia, de los viveros Guillot, vivero Mercier y actualmente también de Bouillac. Eh, de hecho, en Uruguay hay dos viveros y uno es el de Bouillac y el otro es de un empresario uruguayo. Inclusive tienen intenciones de producir plantas para vender a otros países desde aquí de Uruguay. Pero sí hay una cuarentena, pero lo tienen muy bien. Ah, Gilibert también ha exportado plantas. Lo tienen muy, muy claro y lo saben manejar muy bien los viveros franceses, todo el sistema sanitario de Uruguay. Ok, est-ce que je retraduis dans l'autre sens, du coup, peut-être, je Mais, rebascule sur le français? J'ai compris en général, oui, oui. J'ai compris en mais général. peut-être pour les autres, Ah, Hélène, pardon, pardon. Oui, oui, pardon. Oui, ok. Donc la question en fait de Samia avait deux questions. Donc Samia pardon, travaille pour l'Anta Vinra et elle travaille en Amérique latine avec le Chili et l'Argentine. Donc la question c'était de savoir si en Uruguay y a-t-il une quarantaine imposée et y a-t-il des pépiniéristes. Donc la réponse d'Eduardo, c'était que l'Uruguay importe historiquement quasiment, enfin principalement tous ses plants de France. Donc Mercier, les pépinières Bouliac. Il a nommé une autre pépinière à la fin, j'ai oublié. que Gilibert, Gilibert, ouais. Oui, c'est ça. merci. Et donc il y a une quarantaine effectivement à respecter. Et en Uruguay, il y a deux pépinières en fait implantées. Une qui appartient à Bouliac, aux pépinières du Vieux Puy, et un autre entrepreneur privé uruguayen qui a aussi sa pépinière et qui est en train de voir de produire des plants pour exporter. Je crois que c'était ça. Voilà. Intervenir? Daniel? Attends. Oui. Ah, ça y est, on t'entend. Oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Danielle, directrice commerciale export des pépinières du Vieux Puy. Voilà, je suis la compagne de Monsieur Bouillac. Et donc, nous avons une pépinière viticole France et nous avons Centrovitis qui est une pépinière viticole en Uruguay. Voilà. Et donc, c'est une entreprise, voilà, avec le siège social, une entreprise uruguayenne avec l'âme française. Et ensuite, il y a un autre pépiniériste qui est uruguayen, lui, qui est Monsieur Scalabrini, qui fait aussi un volume, disons qu'on est les deux pépinières les plus importantes, on va dire, du pays. Et ensuite, il y a plusieurs petits pépiniéristes qui font des quantités beaucoup plus faibles. Hein, voilà, ça c'est la présence en production là-bas dans le pays. Et après, voilà, il s'importe des plants de plusieurs pépiniéristes français que Eduardo a nommés, quoi, dont nous, évidemment, aussi. Voilà. Mais si on pourra parler, si vous le souhaitez, en dehors du webinaire, de nos intentions dans le pays, etc., pour pourquoi pas y faire des choses et faire progresser des choses. Parfait, merci Daniel. Eduardo, entendiste, reconociste la voz de Daniel, me imagino. Alors, No solamente oui, la voz, sino el peinado, porque la última vez no la conocí por su nuevo look. Oui, Daniel et Eduardo se connaissent bien. Donc, je disais juste à Eduardo qu'il aura reconnu la voix de Daniel. Et il a dit oui, je l'ai reconnu. J'ai aussi reconnu sa coiffure parce que je l'ai vu récemment avec son nouveau look. Petite blague que je voulais traduire. merci. Jean-Pierre, vous avez eu une question de la Oui, société Green Shield. merci, Gracie.
Tout à l'heure, dans l'introduction ou la présentation, il était évoqué la volonté, d'ailleurs, soit c'est une des thématiques du tour que vous allez monter, sur aller vers plus de durabilité. Donc et un peu après, dans les échanges, notamment lors de la visite à Vinitech, il a été évoqué la recherche, éventuellement regarder les acteurs, et on a parlé de matériel. Donc ma question, c'est de dire, en fait, si on parle de durabilité, est-ce que c'est moins de chimie? Ça veut dire, en gros, indirectement, est-ce que c'est le cas? Ou quelles sont les maladies prépondérantes qu'il faudrait éventuellement aborder de manière différente? Mhm. Voilà. Et quand ça m'intéresserait si c'est possible, de savoir dans le tour qui a été fait à Vinitech, qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous comme idée intéressante. Voilà. Mm. Ok, d'accord, je vais traduire a Eduardo. Entonces, tenemos una pregunta de la empresa Green Shield. Bueno, hemos hablado de sostenibilidad, la idea de tomar un giro hacia más, para una producción más sostenible. Y hemos hablado también de equipamiento, pero eh, ¿qué, detrás de esta estrategia hacia más sostenibilidad, en qué piensan? Piensan en usar, por ejemplo, menos productos químicos. Y con respecto a las enfermedades, él quería saber qué eran las enfermedades más presentes en Uruguay y cómo pensaban enfrentarse a estas enfermedades en un enfoque más sostenible. Y otra pregunta era de la visita a la Feria Vinitec Cifel en noviembre. ¿Qué fueron las cosas las ideas, las prácticas con que volvieron, que fueron su aprendizaje, digamos, en Vinitec? Bueno, ahí me escucha, sí. Sí, sí, sí. Comencemos con lo primero que eran las enfermedades. Sí, y la estrategia hacia más sostenibilidad. Bueno, es incorporación de maquinaria para evitar el uso de herbicidas, de deshiervage, Ujú, eh, y a nivel de, de maladí, la principal es mildiu, ujú, botrytis, eh, para lo cual hay mucho, se está pensando hacia dos caminos, eh, principalmente en lo que es reducción de fitosanitarios, unido al manejo del nitrógeno, las coberturas vegetales, disminución de la cantidad de cobre por hectárea, y se está pensando en máquinas con recuperador. ajá, Eh, Después, respecto a qué vieron de la feria, quedaron muy impresionados por el tamaño, eso es lo primero. ujú, Eh, que ver que Uruguay es un país pequeño, capaz que la feria es extremadamente grande para el público uruguayo. ujú. La diversidad de maquinaria, eh, y bueno, que también que vieron o estuvieron observando mucha maquinaria entre lo que son autopropulsados, drones, mucha tecnología que aquí aún no se conocía o- o si se conoce se la ve como muy lejos de- del conocimiento general. No sé si logré explicar. Sí, bueno, que no se ven, o sea, no se ven Sí, en no, que no hay. no hay. Ok, sí, ok. ¿Ya? ¿Otra cosa? No sé qué más me falta. Bueno, no sé, lo que tú digas. Yo voy a traducir y si te ocurre algo, veremos después, pero me parece bien. Eh, Donc, du coup, sur no, la première partie de votre question par rapport à la stratégie, qu'est-ce qu'ils entendaient derrière par une production plus durable et surtout par rapport à la stratégie de lutte contre les maladies. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est introduire plus
de mécanisation dans les travaux du sol pour utiliser moins de produits herbicides, déjà. Donc les maladies principales en Uruguay, c'est le mildiou et le botrytis. Donc, bien sûr, pour combattre ces maladies, ils veulent aller vers moins de produits phyto, travailler au niveau, après, ils veulent aussi travailler au niveau des couverts végétaux, diminuer les quantités de cuivre utilisées. Au niveau de l'équipement et des engins, essayer d'avoir une utilisation plus efficace quand il s'agit de traiter, donc moins de dispersion. Avoir des engins qui stockent un peu plus les produits et qui ne les dispersent pas, partout et moins de pertes de produits. Et donc après par rapport à votre question sur, qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur, venue à Vinitec en novembre. Donc d'abord, les membres du groupe ont été impressionnés par la taille de l'événement et du salon. Il dit alors peut-être que c'est parce que nous, chez nous, on vient d'un petit pays et que voilà, mais bon, ils ont été impressionnés par la taille, ils ne s'attendaient pas à ça. La diversité des machines et des solutions exposées. Le niveau de technologie, parce qu'en fait, il disait c'était en Uruguay soit des choses qu'on connaissait, mais qu'on connaissait de manière lointaine et qu'on ne voyait pas appliquer chez nous. Donc des drones, les robots, ce sont des choses qui ne sont pas encore répandues, utilisées en Uruguay et qu'ils ont vues, là-bas et qu'ils ont vu aussi appliquées de manière plus concrète en fait parce qu'ils ont aussi visité des propriétés. Donc voilà, c'était ça. Ah, très bien, merci beaucoup. Gracias, Eduardo. Merci Jean-Pierre. Et c'est vrai que la question était intéressante et il fallait aussi poser pour chaque pays quand nous faisons des présentations de marché parce que c'est vrai, on parle beaucoup de la durabilité, mais c'est traduit très différemment dans chaque pays selon leur niveau de production viticole et stratégie verte nationale. C'est vrai. Nous arrivons à la fin de l'heure, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à poser une dernière question. Et sinon, nos coordonnées de Hélène et de moi-même sont listées ici et sont aussi dans le programme que Anna avait mis dans le chat. Merci beaucoup pour votre temps. Nous savons que le contexte est particulier en ce moment à Bordeaux, à Cognac, en France et aussi au niveau international. Eduardo n'a pas manqué de le dire non plus que sa filière aussi rencontre des problématiques, mais nous pensons vraiment que l'international et l'export est un moyen de diversification, surtout collectivement, parce qu'on mutualise les moyens, les connaissances. Même pendant la réunion, on voit que Daniel et Samia avaient peut-être les points communs à travailler ensemble dans un pays. Certaines structures qui ont plus d'expérience que d'autres et vraiment cet échange collectif avec l'accompagnement d'expertise que nous devons pouvoir avec Eduardo, les contacts qui sont menés grâce au réseau des partenaires. On espère vraiment que vous accompagner à l'international pour cette diversification, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, parce qu'on trouve que l'expertise française que vous travaillez ici est utile et nous avons vraiment besoin aussi de montrer, de prospecter à l'international pour collaborer. Et aussi avec des structures comme l'Inavi, comme Advido Portugal, et pas juste les producteurs, mais vraiment de voir aussi la filière pour pouvoir collaborer de plus long terme. Donc, des trentaines des entreprises que nous avons accompagnées dans les dernières 4 années. On espère continuer
à accompagner plus des entreprises, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous allons partager cette présentation, l'enregistrement aussi. Donc, nous avons enregistré ce webinaire pour vous aussi de revoyer certains chiffres du marché du Uruguay, mais aussi pour d'autres entreprises qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui pour qu'elles puissent être au courant des prochaines missions. Je pense que je vois juste quelque chose dans le chat. Je vérifie que ce n'est Oui, pas une question. il y a une demande Oui, pour une dernière question. une dernière question. Oui, allez-y, David. Pardon. Bonjour. Bonjour, je me présente David Clerdan, je suis conseiller agroéquipement à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Je m'excuse pour le retard, j'ai eu des problèmes de connexion. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu était vraiment très intéressant et pour faire un petit peu la découverte du vignoble uruguayen, puisque je ferai partie du voyage. J'ai une question concernant, est-ce que le vignoble uruguayen est concerné par des normes environnementales en ce qui concerne les effluents de chais et effluents viticoles? Eduardo, hay una última pregunta, si estás. Sí. Ok, hay una pregunta de David, que David, Breaking News para vos creo, va a estar presente durante esta misión. Es el experto que hemos seleccionado y él está preparando su viaje y quisiera saber si hay algunas reglas, normas en Uruguay sobre los efluentes, residuos de la vinificación o también efluentes consecuente a o sea, de lo que pasa en el viñedo, o sea, si hay unas normas sobre efluentes y residuos. Sí las hay, pero no las maneja INAVI. Eso lo maneja lo que es bromatología, es otra parte del gobierno, la Sí. cual es la que maneja eso. Y lo que es DINAMA, que es también, pero no es por parte de INAVI, es por parte del gobierno de otro sector. Ok, pero sí existen, pero Sí existen, no las sí. puedo. Ok. Sí, En por fait, ejemplo, no solamente efluentes, sino las borras no se pueden volcar. Hay que filtrarlas. Hay un montón de normas, pero no son, digamos, poder o manejo de INAVI. alors, il existe effectivement des normes qui ne sont pas gérées directement par l'INAVI, donc il ne va pas forcément pouvoir nous dire, mais il y a des normes qui sont gérées. Donc, il a cité 2 départements ministériels. Je pourrais vous redonner les noms, David, si ça vous intéresse de creuser la question. Y estas normas, perdón, Eduardo, se pueden encontrar en las páginas web, son fáciles de acceso para quien quiera buscar o no tanto, si David quiere buscar. No es algo específico de viticultura, es general, pero se pueden encontrar fácilmente, sí. Ouais, effectivement, alors ce sont des normes générales, pas propres à la vitiviniculture. Mais par contre, ça peut se trouver facilement en ligne sur les sites internet des institutions. ¿Me puedes decir de nuevo los nombres de los 2 ministerios, de los departamentos ministeriales a cargo de esta política, por favor? Me olvidé. Es el Ministerio de Medio Ambiente Mm, y lo que está directamente sobre esto es DINAMA. Dinama, con D. Sí, Ok. Donc, en fait, vous pouvez trouver le détail sur ces normes-là sur le site du ministère de l'Environnement. Et il y a un département dédié, enfin, ou une structure dédiée en son sein qui est DINAM. Du coup, je comprends il n'y a pas de traitement individuel sur chaque exploitation viticole. Traitement individuel et stockage, par exemple, d'effluents viticoles ou vinicoles. Entonces, no hay un tratamiento, almacenamiento individual a nivel de cada bodega de efluentes o residuos. ¿Eso existe, ese tipo de gestión individual? Tratamiento individual. ¿Sí? Sí, cada bodega tiene su tratamiento individual. No hay, como observamos en Bordeaux, que hay una especie de cooperativa para tratar las aguas. Cada bodega se hace cargo de sus efluentes. Si, c'est en fait au niveau de chaque propriété, ils ont effectivement des unités individuelles pour traiter leurs propres effluents. Mais il n'y a pas de regroupement.
comme on pourrait le voir à Bordeaux au sein de structures comme des CUMA ou des coopératives qui ont des stations d'épuration, qui gèrent des méthaniseurs. Ça, par contre, il n'y a pas. Ok. Très bien, merci. Gracias, Eduardo. Merci, merci beaucoup. Merci, Eduardo, pour ces réponses très claires. Je pense que nous avons tous appris des choses. Merci beaucoup, Hélène, pour la traduction et la présentation du programme. Merci surtout à vous, aux entreprises d'être connectées. Nous sommes disponibles, nous sommes à votre écoute, que ce soit pour le Uruguay. Donc, avec quelques semaines qui restent pour s'inscrire à la mission le 20 janvier. Euh, et ensuite, pour la Roumanie et la Chine, les programmes prévisionnels vont être publiés dans les prochaines semaines. Donc, bloquez les dates et nous restons en contact. Donc, merci aussi aux financeurs en cours, la région Nouvelle-Aquitaine et aussi Vinitexifel pour le soutien au développement international des fournisseurs de la filière. On vous souhaite une très belle année 2025, plein de projets, plein de déplacements à l'international. Et bonne journée à tous, bon après-midi et à très bientôt, à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous, merci. Et à bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.